Bienvenue dans Zéro Excuse. Aujourd'hui, on quitte les terrains, les pelouses, les pistes classiques pour entrer dans un monde où la ligne d'arrivée est parfois un peu floue et où le principal adversaire, c'est surtout soi-même. Raphaël Dacko, bonjour. Bonjour. Alors Raphaël, le loup, le trailer spadois qui défie l'impossible, c'est une bonne description ça déjà ? C'est plutôt une bonne description, oui. Alors dans cette émission, il y a un fil rouge pour commencer. À chaque épisode, mon invité laisse une phrase pour le suivant, sans savoir forcément qui il sera. Et la dernière invitée, c'était Marie Benoît, ancienne tenniswoman. Et elle a laissé ceci. Je te laisse découvrir cette phrase. Alors je vais la lire tout haut pour ceux qui nous écoutent. Be yourself and do your thing, de l'anglais. Alors pour ceux évidemment qui ne sont pas très portés sur l'anglais, en gros c'est sois toi-même et fais ce qui te semble bon. Ça évoque quoi pour toi une phrase comme celle-là ? On va essayer d'être comme ça, hein. On va essayer d'être soi-même. Je pense que c'est très explicite par rapport à notre sport, donc c'est une belle phrase. Ça représente un peu ce que tu fais en temps normal, voilà, dans les trails. On sait que les trails, parfois, c'est un peu fou. Et je pense qu'on t'a déjà aussi défini comme quelqu'un d'un peu fou. Disons que si on n'est pas soi-même, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc oui, c'est vraiment primordial de rester soi-même et simplement y aller, quoi. Alors d'abord, on va peut-être un peu faire connaissance avec toi en dehors des sentiers, en dehors des trails. Qui est finalement Raphaël Dacko ? Une personne normale, une personne lambda. Simplement, je fais ce que j'aime bien. Donc j'ai 45 ans maintenant, donc je fais vraiment attention à ma santé. Je vais essayer de ne pas faire ça pendant 1000 ans, évidemment. Et voilà, simplement le faire parce que j'aime. Et moi, ça fait partie de ma vie, c'est intégrant. Donc j'ai quand même un boulot, j'ai quand même une vie de famille. Donc je ne suis pas un extraterrestre, comme on pourrait le penser. Surnom du loup, ça vient d'où ça exactement ? Alors, c'est simplement quand j'ai fait mon premier trail Arikana au Québec. En fait, ça s'appelle Trail Arikana. Et quand tu arrives à rentrer ce trail-là, c'est 125 km. Tu rentres dans la meute des loups, en fait. Et ils m'ont surnommé, j'étais le premier Belge à le faire, ils m'ont surnommé le loup belge. Donc, ça me tient depuis ce jour-là, depuis 2017, plus ou moins. Et oui, ça te tient même ici en Belgique désormais maintenant, c'est Raphaël Dacko ou même pas Raphaël Dacko, on dit forcément le loup. Forcément le loup, oui. C'est vrai que j'ai cette étiquette là maintenant sur le dos. Alors voilà, tu as expliqué un peu qui tu étais et puis forcément il y a le sport, la course à pied, le trail qui entre en jeu. De base, tu étais quel type de sportif avant que tout ça rentre en jeu ? J'étais un peu comme tout le monde. J'ai fait mes équipes de jeunes au foot parce que papa aimait bien ça. Et puis après, j'ai fait énormément de VTT. Et puis j'ai arrêté avec le travail, etc. Et j'ai recommencé après le décès de mon papa. J'ai recommencé à courir, en fait. C'était à la base pour faire simplement une course qui était 27 km. Des copains qui me lançaient un peu un défi. Et en fait, c'est là que j'ai découvert le trail. Et c'est devenu vraiment une passion, en fait. Et avant ça, tu n'étais pas forcément fou de sport, comme tu peux être fou de trail aujourd'hui ? Je faisais ça pour me dépenser, mais non, j'étais pas fervent sportif, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'endurance ? Parce que tu l'as dit, premier jogging, 27 km. Toute personne qui commence à courir ne commence pas avec un 27 km. On imagine que les longues distances, c'est plutôt ton truc ? Les longues distances, c'est venu vraiment au fur et à mesure. Je me suis rendu compte que c'était vraiment amusant d'enchaîner les kilomètres, les heures, vraiment pour se retrouver soi-même. Et ça m'embêtait même de devoir mettre mon équipement, mettre mes chaussures, etc. pour faire 5 kilomètres. J'avais l'impression que c'était un peu inutile, en fait. Donc, enchaîner, c'est pas difficile pour moi d'enchaîner des kilomètres et des heures de trail. C'est même passionnant, c'est amusant. Et ça vient d'où justement de pouvoir garder cette endurance ? Parce que tout le monde ne sait pas, évidemment, courir sur des distances aussi longues que celle-là. C'est de la recherche, simplement. Je trouve ça passionnant de pouvoir connaître un peu les limites de son corps. Chaque fois, essayer d'aller chercher un peu plus loin, sans les dépasser. Parce que ça, on arrive évidemment à un stade où ça devient très compliqué. Mais là, c'est le mental qui prend le dessus. Et c'est amusant, en fait. Et on en parlera évidemment et de l'aspect un peu du corps et l'aspect du mental dans la suite de cet épisode. Le trail, on l'a entendu, c'était vraiment un choix. Le déclic, il vient d'où ? Il vient de ce premier jogging finalement de 27 km, mais de se dire, tiens, je vais encore essayer d'aller plus loin. Il vient d'où le déclic ?
Bah, le déclic, c'est déjà la forêt, être dans la forêt. C'est être seul dans la forêt, c'est vraiment un moment qui est magique. On se retrouve vraiment intérieurement en tant qu'homme. C'est passionnant en fait de courir. Moi, j'aime pas trop courir en ville, par exemple. Par contre, une fois que je suis dans les bois, j'oublie tout en fait. Je m'arrête pas. C'est ça, c'est ressourçant, c'est un peu ce C'est côté très ressourçant. ressourçant, oui. Il y a des gens qui vont chez les psys ou je sais pas. Moi, je vais courir dans les bois. Alors au-delà du trail, aujourd'hui, évidemment, tu as encore un cran au-dessus. On en parlera aussi dans cet épisode des nombreux défis que tu t'es notamment lancé ces dernières années. C'est venu comment déjà cette envie de se dire, ben tiens, voilà, je peux faire un trail de 25-30 kilomètres. Et puis après, on le verra d'ailleurs dans quelques instants, le cran était nettement, on ne s'est plus arrêté à 25-30 kilomètres. Finalement, c'est presque du pipi de chat, 25-30 kilomètres maintenant. Bon non, c'est respectable. Maintenant, moi, j'aime bien d'aller chercher chaque fois plus loin, voir un petit peu comment le corps réagit. Et j'adore passer des heures et des heures à l'extérieur à courir. C'est vraiment devenu naturel. J'ai plus facile de faire ça que des heures dans une voiture dans les bouchons. Ça me rend dingue, par exemple. Alors, à quel moment tu comprends justement que c'est pas juste un sport de loisir? Parce que, ben, voilà, on l'a entendu, courir, c'est ressourçant. Néanmoins, avec tous les défis que tu te lances, c'est quand même un peu plus que du loisir, même si ça reste une passion, ça on l'a bien entendu. Mais à quel moment il y a ce changement? Alors ça, si je le savais seulement. C'est naturel, j'aime bien ça. C'est aussi simple que ça, j'aime bien de le faire, c'est tout. C'est- j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Et pourquoi alors avoir commencé à se lancer des défis un peu fous? Parce que ça m'amusait. Chaque fois que je parlais un petit peu d'un défi à quelqu'un, bah, quand il me regarde un petit peu avec un air, qu'est-ce qu'il nous fait encore l'extraterrestre, là, bah, ça m'amuse en fait. Et je me dis, bah, est-ce que c'est faisable? On ne sait jamais si c'est faisable. Et finalement, bah, ça s'enchaîne et on se rend compte que c'est faisable. C'est ça qui est passionnant, c'est un peu de la recherche en fait. Parce que dans les défis un peu fous pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a eu notamment 24 marathons en 24 jours. C'est ça. Pourquoi? Il y en a évidemment qui se posent la question. Pourquoi des défis comme ceux-là? Bah, c'était à l'époque bah, de cette fameuse période Covid où moi ça m'embêtait d'être enfermé toute la journée. Je devenais dingue, je savais pas faire grand-chose à part courir, à part faire du sport. Et puis il m'est venu l'idée bah, d'essayer d'aider cette fameuse maison de repos. Et puis là j'ai créé tout un petit concept de courir un marathon par jour jusqu'à la fin du confinement. Et en fait, je savais même pas combien j'allais en faire. Je savais même pas si le corps allait tenir. Donc, ben, j'ai enchaîné jour après jour. Et finalement, ça s'est arrêté après 24 jours. Donc, voilà, je n'étais pas spécialement content que ça s'arrête parce que j'aimais bien, en fait, au final. Donc, si on aurait eu 50, 60, 70, je les aurais peut-être fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. Oui, c'est vraiment le feeling où tu t'es dit, bah tiens, pourquoi pas un défi fou un peu comme celui-là? Bah, à partir du moment où on était enfermé chez soi, de toute façon, c'était quand même préférable d'aller dehors. Tout le monde était enfermé et moi, je pouvais aller courir dans les bois. Donc, c'était génial, en fait. Maintenant, se lancer dans un défi comme ça, il y en a, on imagine, qui t'attendent un peu au tournant en se disant, ah oui, ok, il dit 24 marathons en 24 jours, est-ce qu'il va tenir le coup d'ici là? Il y a quand même cette petite pression aussi, non? Bah, c'est pas une pression, moi ça m'amuse justement parce que bah, j'en ai évidemment lu énormément des commentaires. Malheureusement, on voit toujours ces commentaires-là, c'est les premiers qu'on voit, mais il y a aussi énormément de positifs à côté. Oui, bien sûr. Donc après, moi quelque part, ça m'embête pas de savoir ce que les gens pensent vraiment. Moi je le fais parce que j'aime bien de le faire et puis c'est tout. S'ils ont envie de le faire, bah, qu'ils le fassent et voilà quoi. Et comme ce défi était un peu un coup de tête, on a l'impression, comment est-ce qu'on se prépare? Parce que bah voilà, il faut quand même que le corps tienne le coup. 24 marathons en 24 jours, physiquement, c'est pas donné à tout le monde. Il y a une préparation particulière à tout ça? Eh ben, bizarrement, non. Parce que ça fait partie de mon quotidien. Moi, je le fais tout le temps. Et de toute façon, on a beau se préparer, il n'y a pas vraiment une préparation spécifique puisque c'est des choses qui n'existent pas, entre guillemets. Mhm. Donc, chaque fois, c'est des défis personnels et je me défie moi-même. Donc, je ne sais pas, je sais même pas si on peut se préparer à ça. Mais il y a quand même, on imagine, des semaines types quand on est un trailer comme toi. Il y en avait au départ. Maintenant, il n'y en a plus du tout parce que c'est tout le temps. Je cours tout le temps ou si je cours pas pendant une semaine, ben, je vais pas être fâché non plus, c'est pas grave, quoi.
Et ça se situe comment une semaine type? Si on pouvait peut-être en citer une, comment est-ce qu'on s'organise quand on fait des sorties comme celle-là? Au départ, quand je me mettais des gros défis, j'essayais vraiment de faire un peu comme tout le monde, des semaines de bloc, alors de 80, 100 km et la nutrition, etc. Et en fait, des fois ça marche et puis des fois ça marche pas du tout. Donc ça dépend, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc j'ai arrêté de me prendre la tête avec tout ça et maintenant j'y vais un petit peu, pas la fleur au fusil, j'essaie quand même d'organiser des choses, mais c'est devenu assez actif, je fais ça facilement en fait. C'est assez dingue de se dire que tu viens de le dire, parfois ça fonctionne pas. Et pourtant, on entend les sportifs de haut niveau dire toujours ah non, avant tel événement, c'est comme ça que je dois manger, c'est à telle heure que je dois aller dormir. C'est assez fou là de dire le contraire finalement. Comme je viens de le dire, avant je me préparais vraiment structuré. Ça m'a pas empêché pas de foirer des choses, mais de ne pas y arriver. Donc je me dis que j'ai pas foiré quelque chose, je me dis que j'ai trouvé une manière de ne pas y arriver. Donc après, j'essaye de retravailler là-dessus et de voir un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Alors après, il y a tout qui peut rentrer, il y a la météo, tout peut rentrer. Et après, c'est dans la tête que ça se passe. Et il y a un minimum d'heures de course à faire par semaine, selon toi? Non, peut-être que oui, il y a des gens qui se fixent ça. Moi, je n'ai pas de contrainte. Je me mets pas de contrainte, en fait. J'ai aucune pression. Et côté matos, nutrition, même récup, est-ce que toi, forcément, comme tu l'as un peu fait, tu as un peu fait tout seul, est-ce que t'as des rituels peut-être qui t'aident justement dans cette préparation? À la base, j'ai fait comme tout le monde. Je lisais beaucoup des gels, des ceci, des barres, tout ça. Et en fait, j'ai une amie qui est nutritionniste et qui travaille à l'université, qui m'a un peu expliqué comment remplacer tous ces éléments-là par des éléments naturels. Parce que je suis cuisinier, moi, de base, donc j'ai remplacé tout ça et je mange naturellement. Pour moi, je peux manger très bien gras ou pas gras du tout. Ça va rien changer du tout. C'est ça, c'est un peu propre à chacun un peu et tu t'es fait finalement ce qui convenait mieux à ton corps à ce moment-là. Je me suis beaucoup rendu compte qu'avoir beaucoup de courses, des gens qui prennent pas mal de gel, des trucs comme ça, et on voit vraiment qu'ils ont des problèmes de nutrition, et ils ont des coups de barre, etc. Comment pallier à ça? Manger naturellement. Tu habitues ton corps à faire ce qu'il fait d'habitude. Après, ça fonctionne. C'est assez fou d'entendre ça parce que c'est vrai que la plupart des sportifs, comme je l'ai dit, ils ont vraiment quelque chose d'assez rythmé et on a presque l'impression quand on les entend parfois que si jamais ils ne font pas ce qu'on leur a dit de faire, c'est là par contre qu'il y aura un problème et que leur corps va mal réagir. Or, en l'occurrence, tu dis que c'est pas forcément le cas. J'ai lu justement un article qui est paru il y a quelques jours. C'est justement Nathalie, donc mon amie nutritionniste, qui me l'a partagé. C'était par rapport à la diagonale des fous. Un des gagnants qui expliquait que s'il ne mangeait pas telle ou telle chose, il n'arriverait pas à faire son truc. Et il a été, pendant quelques années justement, il a été vraiment oppressé par ça, quoi. Oui. Donc c'était très intéressant de lire ça. Et moi, ça m'a complètement remis dans l'idée que je mange tout ce qu'il faut quand il faut et puis pour la ligne, quoi. J'ai pas envie de me priver de quoi que ce soit, en fait. Ça met peut-être une pression supplémentaire aussi aux sportifs de se dire tiens, oui, en effet, je dois manger ça à telle heure, à tel moment, avant telle course. Il y a des gens qui sont peut-être plus carrés, qui en ont besoin, et il y a peut-être des gens qui en ont vraiment besoin d'être structurés comme ça. Moi, c'est pas du tout mon cas, donc je dis, des choses qui marchent pour moi ne fonctionnent peut-être pas pour d'autres personnes, quoi. Alors après, on va prendre pour un fou, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, on l'a dit, évidemment, il y a eu des défis. Il y a eu ces 24 jours de marathon. Et puis, il y en a encore eu d'autres, évidemment, des défis. Et puis, alors, l'an dernier, un défi un peu dingue aussi, la Barclay. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la course un peu hors norme, évidemment, aux États-Unis. On peut laisser ça aux Américains qui sont aussi fous un peu pour organiser ce genre d'événements. Pourquoi vouloir encore aller et pourquoi vouloir encore toujours aller plus loin? Parce que la Barclay, on est vraiment encore un cran au-dessus. C'est plus ou moins peut-être l'occasion d'expliquer à ceux qui la connaissent pas, la Barclay, c'est quoi exactement? La Barclay, déjà, il faut trouver le moyen de pouvoir s'inscrire. Donc là, c'est déjà la plus grosse difficulté. Mais en gros, la course, c'est un 100 miles.
à rentrer en 60 heures environ. Donc, c'est des tours de plus ou moins 32 à 34 kilomètres. On ne sait pas très bien parce qu'on n'a pas de montre. On n'a rien du tout. On a juste une montre, une vieille Casio où on a l'heure, c'est tout. Et c'est à la carto. Et voilà, donc il faut trouver des bouquins. Et c'est 16 bouquins sur le parcours. Et si tu arrives à rentrer le tour avec les 16 bouquins, bah, tu peux recommencer un deuxième tour, et puis un troisième tour, un quatrième tour, un cinquième tour. Et il y a jamais de finisher. Cette année encore, il n'y a pas eu de finisher. Donc oui, ils appellent ça la course la plus dure du monde. Bah, c'est une manière de voir les choses. C'est complètement différent, c'est déstructuré. C'est ça qui m'a attiré en fait là-bas. Et C'est oui, et c'est ça. déstructuré. Pourquoi se dire, bah tiens, je vais me lancer un défi assez dingue comme celui-là. Bah, c'est pas vraiment dingue, c'est justement ce qu'on recherche. D'ailleurs, il faut écrire à Lazarus, l'organisateur, il faut lui écrire une lettre qui va lui plaire. Et c'est justement la description de mon profil qui l'a certainement intéressé. On fait des choses qui ne ressemblent à rien d'autre. Donc ça nous attire et c'est marrant parce que quand on arrive sur place, on rencontre des personnes comme ça. C'est assez génial, quoi. Et puis tu l'as dit, tu sais que personne n'a encore fini cette course, personne n'est finisher de cette course. Ça change quoi justement dans la tête de se dire, bah, je vais participer à la Barclay, à ce défi un peu dingue, parce que soyons clairs, pour monsieur et madame tout le monde, c'est un défi un peu, c'est un défi un peu dingue. On se dit, ben, on sait que personne. Ça change quoi dans la tête de se dire, ben, je vais participer à ce défi, mais je sais qu'il y a quasi de très grandes chances que je ne le terminerai pas. Ben, à la base, on aime bien de se créer des défis, on aime bien d'aller chercher toujours un peu des choses extrêmes. Savoir qu'il y a une course qui existe depuis 40 ans, il y a que 20, c'est 22 maintenant, je pense, finisseurs sur toutes les éditions, alors qu'il y a 40 participants par année. À un moment donné, tu sais que tu vas aller chercher quelque chose d'extrême, mais on ne sait pas quoi exactement parce que c'est tellement mystérieux. Une fois qu'on arrive sur place, on avait compris ce qui se passe, hein, mais voilà, c'est mystérieux. Cette année, il y avait Séverine d'ailleurs, avec qui j'ai beaucoup papoté avant la course. Et après, on a eu le même ressenti, c'est ce qu'on va rechercher. On aime bien les talus, on aime bien les ronces, on aime bien tout ça, et c'est extrême, quoi. C'est ça qui est marrant, c'est ce qu'on va rechercher. Et justement, quand tu arrives là-bas, tu te dis quoi? Parce que tu dis, quand je suis arrivée là-bas, j'ai compris. Tu as compris quoi exactement? Bah, on flippe, hein, parce qu'on lit toutes les infos, etc. Et puis, il t'arrive en fait dans un grand parc là où il y a des illuminés comme toi qui sont là. Mais c'est tellement une atmosphère sympa, calme, posée. C'est passionnant. Tu sens que tu vas vivre une histoire, quoi. Et tu vis un rêve, en fait. Ça fait tellement longtemps que tu attends pour y aller. Une fois que tu y es, tu vis vraiment un rêve. Donc, que tu fasses 10 km, 20 km, 50 km, en fait, on s'en fout. On n'a pas envie que ça s'arrête, quoi, simplement. Alors, concrètement, une boucle, c'est égal à quoi? Comment faire? Physique ou mental? C'est beaucoup le mental, de toute façon. C'est le mental qui doit prendre le dessus. Parce que c'est des talus partout. Tu as envie de passer à gauche, à droite, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est à la carto. Mais tout est fait pour ne pas que tu y arrives, de toute façon. Donc, c'est mental, mental, mental. D'ailleurs, après 11 heures de course, j'ai commencé à réfléchir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je rentre? Est-ce que je vais arriver à rentrer? Parce que bah, tu es quand même au milieu de nulle part. Tu sais pas très bien ce que tu fais. Donc, c'est mental tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'arrête pas. Il y en a qui ont déjà eu peur aussi, on imagine, sur cette course. Tu as eu peur à un moment donné de se dire, bah, peut-être que je vais me perdre et que je ne suis pas du tout dans le bon. Bah, c'est la question que je me suis posée après 11 heures de temps. Mhm. C'est que j'avais ma petite carte en main, j'avais juste l'heure. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais pouvoir rentrer? Parce qu'on n'a pas de ravito, on n'a rien, on n'a pas de téléphone, on n'a rien du tout. Donc c'est là que l'esprit commence à prendre le dessus et tu te dis, bon, je vais quand même rentrer, j'ai quand même des enfants, on va rentrer, quoi. Et d'ailleurs, Mathieu Blanchard disait cette année que lui, il a eu peur de rentrer parce qu'il a l'habitude d'avoir des efforts extrêmes. Mhm. Et il a eu peur à un moment donné parce qu'il était en hypothermie. Et il s'est dit, maintenant, si je tombe là, il n'y a personne qui va me retrouver, quoi. Donc, hop, il a arrêté, quoi. Donc, c'est ça que... C'est une course vraiment particulière. Justement, alors le but, c'est pas de finir, on l'a compris, c'est vraiment de se confronter à quelque chose d'impossible. C'est ça. Mais on a tous le même, plus ou moins, niveau quand on arrive. Mhm. Et en fait, on devient vraiment la base. Parce que t'as aucun point de repère, t'as rien. Donc, t'as beau faire des milliers de kilomètres, là, tu te retrouves vraiment
excuse-moi l'expression, comme un con. Mhm. Tu sais rien faire, en fait. Et c'est ça que Lazarus cherche, c'est de ramener à Monsieur Personne, Monsieur Tout le Monde, pardon, de le ramener vraiment à la base, C'est de ça. montrer ce que c'est vraiment réellement le trait le pur et dur, quoi. C'est ça, en fait. Et là, finalement, cette idée et cette façon de faire que tu as de ne pas spécialement avoir d'entraînement spécifique, de ne pas avoir de nutrition spécifique à tout ce genre d'événements, là, finalement, c'est presque idéal, puisque tu le dis, on arrive tous, mais on retourne tous à un niveau. Bah, tu attrapes un instinct de survie, entre Mhm, guillemets, hein, donc, parce que tu as besoin de quoi? Tu as besoin de pouvoir courir, d'avoir chaud, et à manger et à boire. En fait, tu n'as pas besoin de grand-chose. mhm. Quand je vois maintenant la majorité des coureurs qui s'équipent avec tout et rien, ils en ont pour des milliers d'euros sur eux, alors qu'à la base, il suffit d'avoir une paire de chaussures et à boire, quoi, c'est tout. Et est-ce qu'il y a quand même une différence entre les entraînements normaux, entre guillemets, et les entraînements un peu préparation Barclay? Parce qu'on imagine, il doit y avoir quand même une petite préparation pour participer à un événement comme celui-là. J'avais papoté un petit peu avec Mérine et Karel. On m'avait dit, c'est du talus, du talus, du talus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et des ronces et des ronces. Donc finalement, ici en Belgique, on n'a pas vraiment... ouais, si, il y a la partie du Naglasbo, comme Séverine l'avait expliqué. Mhm. Il y a 2, 3 endroits où il y a du talus, mais ça ne ressemble quand même pas à ces talus. C'est l'enfer, ce territoire. Donc, c'est grimper pour redescendre, pour remonter, pour redescendre partout. Donc, tout se ressemble. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer sur Terre, ce truc. Et donc oui, les talus de la région n'ont pas suffi à Non, l'entraînement. pas du tout. Non, 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 ça sert à rien du tout. C'est des talus puissance 10 là-bas. Et en Et plus, il n'y a pas de chemin. Donc, c'est ça. c'est des ronces partout. Ils ont l'art en plus d'aller cacher les livres là où il faut pas. Donc, ouais, c'est vraiment tendu. Il faut pouvoir apprendre à lire une carte quand même, enfin en tout cas essayer de s'en sortir avec une carte. Ah ben, lire une carte. Et alors, le roadbook, en fait, il explique où se trouvent les livres. Tout est en anglais avec des mots bien spécifiques, avec le sarcasme de Lazarus dedans. Donc, c'est une aiguille dans une botte de foin, quoi. Alors on va un peu revenir un peu plus au niveau mental, qui on l'a compris, c'est vraiment la clé évidemment dans ce genre d'événement. On sait qu'il y a certains qui ont pu avoir des espèces d'hallucinations ou même des blackouts complètement dans ce genre d'événement. Oui. Ça t'est arrivé ou t'avais peur que ça t'arrive? Bon, sur la Barclay, pas trop, non, parce que je suis pas resté suffisamment de temps à courir. Mhm. Mais ça m'est déjà arrivé sur d'autres traces, oui, d'avoir des petits moments d'absence. Ça devient vraiment bizarre, en fait. Je me rappelle sur l'UT4M après 100 miles, j'ai eu l'impression que ça faisait 5, 6 heures que je courais tout le temps sur le même chemin, en fait. Mhm. Et alors que ça faisait à peine 1 heure que j'étais parti entre les deux ravitaux, mais j'avais l'impression d'être complètement ailleurs, quoi. C'était vraiment bizarre. Je me souviens aussi une fois, donc sur un autre défi que j'ai fait sur tous les parcours extra trail. Mhm. J'ai couru avec Loïc, un camarade. Il a fait environ 300 km avec moi. Et la nuit, donc, il a arrêté. Et le lendemain matin, je l'ai revu, donc, sur un des ravitaux qu'on avait fait. Et j'ai dit, ah, on a bien couru cette nuit, on s'est quand même bien marré, quoi. Et en fait, il m'a dit, mais j'étais pas avec toi, en fait. Et donc, j'avais l'impression qu'il était toujours avec moi, tellement C'est ça. t'es dans un autre monde, en fait. Et on réagit comment justement quand ça se passe ça et qu'on se rend Wow. compte, ah oui, en effet, il n'a pas couru avec moi ou ça fait qu'une heure que je cours alors que j'ai l'impression que ça fait 5 ou 6. Bah, le cerveau, c'est vraiment magique, en fait. T'as l'impression que c'est un tableau électrique et t'éteins les petits échos un par un jusqu'au moment où tu n'utilises que ce qui est nécessaire, quoi. Il y a des techniques comme ça où les gens peuvent s'endormir pendant un moment, etc., tout en continuant à courir. C'est assez particulier. Mais c'est une technique de l'armée, d'ailleurs, ça, que je vais essayer un petit peu au Québec. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, oui, il y a des techniques quand même à faire, mais c'est particulier. C'est assez bizarre à vivre.
Oui, ça t'a jamais effrayé de vivre des moments comme celui-là, quand justement on a cet ami qui court avec, qui dit ah mais non, j'étais pas avec toi. Ça doit quand même être surprenant pour le coup. Bah, il y a un moment donné, la lucidité revient quand même un petit peu, quoi. On se pose quand même des questions, comme tout coureur, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Évidemment, c'est des passages, c'est une oscillation basse, on sait bien que ça va revenir de toute façon, mais c'est particulier comme moment. Moi, j'aime bien, ça me fait rire. Et c'est quoi le moment le plus dur dans des efforts comme ça? Le moment le plus dur, chacun a son moment dur un peu différent. Moi, en général, c'est quand j'ai couru toute la nuit. Mhm. Il y a le lever du soleil. C'est souvent 1 heure après le lever du soleil. J'ai un gros coup de mou, mais vraiment, j'ai froid, je suis pas en forme. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Mais ça revient, on mange un petit bout et puis ça revient. Mais C'est c'est ça. ce moment-là que j'aime pas trop, en fait. Ah oui, il faut et on sait s'y préparer à ce moment comme celui-là où finalement. Moi, j'ai appris avec le temps, Mhm. je sais bien que je vais y passer par là. Et après, faut travailler sur la tête en se disant, ben, de toute façon, ça va revenir. Ça revient toujours, de toute façon. Ouais, Tu presque. normalement. Tu te parles quand tu cours, tu te parles à toi-même quand tu fais des distances comme ça aussi longues tout seul. Enfin, on se demande bien, voilà, qu'est-ce qui se passe par la tête Faire aussi. passer pour un fou, là. Ouais, non, mais je trouve que c'est quand même enfin, hallucinant. Je veux dire, moi, personnellement, je ne cours pas et les peu de fois où j'ai couru, c'était à peine quelques kilomètres. Enfin, je m'ennuie et donc je me dis, tiens, pendant des heures, qu'est-ce qui se passe par la tête, quoi? Bah, il se passe beaucoup de choses. Oui, ça m'est certainement déjà arrivé de me parler. Mhm. Non, je m'en rends pas trop compte, mais oui, il paraît que c'est les gens intelligents d'ailleurs qui Ah font bah ça. voilà, Ah, donc c'est pas être fou. mais bon, non, oui, ça m'est certainement déjà arrivé de me parler tout seul. Enfin, en tout cas, me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Ouais, C'est ça. bon, des fois, on gère un petit peu. De toute façon, il n'y a personne autour, donc c'est pas bien grave, quoi. Oui, c'est ça. Et tu t'es déjà, voilà, tu l'as dit, il y a personne autour, même si tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent peut-être à l'arrivée. Tu t'es jamais senti trop seul, justement, dans les courses où tu dis, ah là, j'aurais peut-être bien aimé d'avoir quelqu'un pour courir avec moi. Non, ça va encore. Ça, j'aime encore bien, mais d'être tout seul pendant des heures comme ça me dérange pas du tout. Ma compagne, elle apprécie d'ailleurs. Elle me dit, oh, t'aimes bien d'être tout seul, ça fait du bien. C'est une question d'habitude aussi, peut-être. C'est ça, oui, oui, c'est vraiment une habitude. Alors, on parlait de la tête. Ça peut vraiment être un ennemi dans des courses de trail comme ça, longue distance. Est-ce que la tête peut clairement être un ennemi et jouer un rôle hyper important? Tout à fait, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne cours presque plus avec un dossard, parce que je n'aime pas trop d'avoir du monde autour de moi. Ok. Parce que souvent, les gens n'ont pas le mental qu'il faut. Et quand ils ont cette oscillation basse, ils commencent un peu à broyer du noir, les marges, j'ai envie de rentrer, ça peut vite être angoissant pour toi et tu vas t'arrêter aussi, donc je préfère ne pas écouter. C'est pour ça que c'est très compliqué sur les backyards, par exemple, Mhm. parce que chacun a des objectifs complètement différents. C'est ça. Tu essayes un petit peu de t'entourer de personnes qui ont le même objectif que toi, mais si tu tombes sur une personne qui a envie de faire moins de tours, tu sais bien qu'à vers la fin de ces tours, vers 8, 9, 10, 15, 20 tours, à un moment donné, il va commencer à broyer du noir, il en a marre, je vais avoir fini, et là, ça peut vite plier dans l'autre sens, quoi. Et ça t'est déjà arrivé, justement, de broyer du noir sur certaines distances? Non, moi pas. Non, parce que j'aime bien, je sais pourquoi j'y suis. Maintenant, ce que j'aime bien de faire, c'est ne pas me projeter de longues distances. Des fois, je ne sais même pas combien je vais en faire. Comme ça me permet pas de me dire, ben voilà, dans 1 heure, 2 heures, c'est fini. Et puis voilà, donc le mental reste vraiment tout le temps à bloc, quoi. Et finalement, ne pas avoir de monde, comme c'est le cas à la Barclay, ça peut être bien. On voit pas le temps passer, peut-être, non? Bah, on voit pas le temps passer. De toute façon, il faut quand même rentrer à un moment donné. Donc, oui, c'est sûr qu'on n'était que 40. J'en ai suivi quelques-uns pendant un moment, mais c'était tellement diffusé que j'ai rien compris. Et puis, comme c'est de l'orientation, t'en as un qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Tu es obligé de te faire confiance à toi-même. Sinon, si tu commences à suivre un, ben, tu vas peut-être lui en vouloir parce qu'il s'est perdu. Donc, c'est particulier sur la Barclay. Tu es obligé de te faire tout seul, entre guillemets, quoi. Donc on a compris, la tête, c'est vraiment la clé. Ça peut être un ami comme son meilleur ami, finalement, pour réussir un défi comme celui-là. Mais le corps, est-ce que le corps tient toujours le coup? Parce que la tête, elle peut être là, mais le corps, il peut lâcher à tout moment aussi. Bah, je suis toujours dans le sarcasme ou dans la rigolade parce que mal, évidemment qu'on a mal, tu demandes à ton corps de faire des trucs
pas tout le temps, par moments aller plus vite, plus lentement. Donc oui, forcément, il y a des crampes qui arrivent, etc. Mais il faut justement apprendre à pallier ces moments-là, quoi. On sait qu'on va avoir mal, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, la douleur, tu ne la sens même plus, en fait. Et qu'est-ce que tu fais toi, quand ton corps justement commence à te dire stop là, j'ai besoin d'un Moi, peu de repos? je l'écoute, je m'arrête un peu. Je mange un bout, je fais autre chose, je m'occupe. C'est important de pouvoir écouter son corps malgré tout, même si on a cet objectif et même si la tête elle tient en se disant non, non, j'ai pas mal, ça va y aller, ça va aller, ça va aller. C'est quand même important d'écouter son corps dans des moments comme ceux-là. Bah, avec le temps, évidemment, avec le nombre de kilomètres que j'ai déjà fait, évidemment, je commence à connaître mon corps plus ou moins par cœur. Il y a des signaux qui ne seraient pas passés à côté, quoi. Donc ça, je l'écoute quand même assez souvent et c'est pour ça que je n'aime pas d'aller faire des courses avec des dossards de très longue distance. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé et tu ne t'écoutes pas forcément. Alors, il y a des courses que tu payes la bled pour la faire et tu te dis ouais merde, je vais arrêter maintenant. Enfin, j'aime pas d'avoir cette pression là C'est justement ça. financière derrière, c'est un truc que j'aime vraiment pas, donc C'est ça qui pourrait te faire mal, entre guillemets. me dire en tout cas que je suis obligé de finir C'est parce ça. que ça m'a coûté autant, ça m'énerve au plus haut point, ça en fait j'aime pas du tout. T'as jamais connu des grosses blessures dans des défis comme ceux-là? Non, grosse blessure, non. Ben, j'ai déjà eu, comme tout le monde, des petites douleurs au genou et des choses comme ça. Je me suis fait une bonne cheville une fois. D'ailleurs, ça m'a déplacé un petit peu le bassin. Mais bon, j'ai un excellent kiné derrière. Il travaille bien. Heureusement, il travaille bien. Mais bon, à chaque fois que j'y vais, il me remet bien en place. Et puis, j'ai appris à remuscler tout ça comme il faut. Donc, non, des grosses blessures, j'ai jamais vraiment eu. C'est important, ça. Tu parles de te remuscler, d'avoir finalement une base solide. C'est là la clé aussi, peut-être. Ah ben oui, oui, ça, les jambes, c'est surtout les quadris qui vont vraiment, vraiment, vraiment travailler. Après, voilà, c'est des gestes au quotidien, hein. Moi, je travaille dans l'ORECA, donc je suis cuisinier. Je suis tout le temps debout, je suis tout le temps en train de faire des manipulations, etc. Donc, je sais exactement comment entretenir mon corps sans aller à la salle de sport. D'ailleurs, ça m'énerve d'aller dans une salle de sport. Mhm. Je fais ça au naturel, quoi. C'est c'est quand même assez fou de se dire de faire des distances comme celle-là et des défis comme ceux-là sans spécialement d'entraînement, sans spécialement aller à la salle, sans spécialement se nourrir de façon très spécifique comme la plupart des coureurs. C'est assez étonnant quand même. C'est pour ça que le trail est beau, parce qu'il n'y a pas vraiment d'objectif. Moi, je cours pas pour terminer premier sur la ligne. Je cours pour rentabiliser mon dossard, pour m'amuser. Mhm. Donc, plus longtemps ça dure, mieux c'est pour moi. Donc, voilà, je fais ça tout le temps, de toute façon. Donc, ça change rien pour moi de m'entraîner, d'aller payer dans une salle. Mais, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui aiment bien de le faire et je trouve ça très bien aussi. Moi, c'est pas mon truc. Donc, tu ne cherches pas vraiment la performance. Est-ce qu'on peut dire que tu cherches par contre la souffrance, si tu devais être honnête? Je ne cherche pas la souffrance, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien de savoir jusqu'où je vais pouvoir aller. Comment le corps répond. C'est tout le temps dans la recherche. J'ai vraiment une éponge, je suis très curieux là-dedans en fait. Et pourquoi, je pense que des personnes qui nous écoutent se poseront sans doute la même question que moi, mais pourquoi s'infliger ça volontairement? Moi, Par simple curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux aussi et pourtant il ne me viendrait jamais à l'idée de s'infliger, participer c'est à... un grand mot. Moi, je fais ça parce que j'aime bien. Maintenant, il y a des gens qui aiment bien se mettre dans leur divan et regarder une série télé Mhm. pendant des heures et des heures. Ça, c'est m'infliger quelque chose, par C'est ça, exemple. oui, c'est Ça, en je fonction saurais pas du le faire. caractère de Voilà, c'est ça. chacun, quoi. Ça, je ne saurais pas le faire. Mhm. Mais courir longtemps, j'aime bien. Je ne m'inflige rien du tout, en fait. Bah, se faire un petit peu mal quand même. Bon, tu peux tomber sur d'une bordure, ça fait mal aussi, hein. Donc, bon, ouais, ça fait mal, c'est dans la tête. C'est ça. Il y a cette adrénaline quand même qui aide aussi. Ah, ça pousse, évidemment, ça c'est certain. Alors, Les sports extrêmes, on ne les aime pas. mais oui, c'est ça. Et est-ce que tu prends... est-ce qu'il y a eu des moments pendant l'effort, parce que là, on l'a compris, c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose auquel tu prends énormément de plaisir. Est-ce qu'il y a eu parfois des efforts ou des moments où, par contre, le plaisir n'y était plus? Oh, c'est arrivé régulièrement, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment des passages où
Parce que c'est telle ou telle course, je vais pas en citer parce que voilà, mais je n'aime plus maintenant de courir avec des dossards pour ça parce que c'est devenu très financier, beaucoup d'argent, il faut payer, il faut des sponsors, il faut son nom sur son dossard. Enfin, c'est des trucs qui ne me correspondent pas, qui ne me ressemblent pas. Et oui, avant la Barclay, j'ai eu beaucoup de passages comme ça où je me sentais obligé d'aller courir et j'avais plus cette motivation en fait. C'est Donc, ça. j'avais vraiment besoin d'aller rechercher des choses que personne ne fait en fait. C'est ça qui m'amuse, aller courir sur un truc qui est balisé tous les 100 mètres. Ça m'excite pas, ça m'excite plus. Et dans des moments, pour revenir à la Barclay, on sait que tu as couru combien de temps exactement à cette Barclay? Un peu plus de 14 heures. En 14 heures, est-ce qu'il y a un moment où on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Quelle idée j'ai eue Oui, de faire autant de après la première minute, oui. Déjà après la première minute. Tu te demandes quand même. Déjà, c'est hallucinant parce qu'on a un peu du mal à croire qu'on est vraiment sur place. Et oui, une fois que la course démarre, on se demande mais qu'est-ce que je fous là? Je suis dans la cour des grands quand même. Enfin, on se pose tout le temps la question, évidemment. Mais moi, je serais bien resté. Je serais bien resté. C'est ça, le plaisir reste Ouais. quand même malgré tout, malgré Ouais. toute cette souffrance, qu'elle soit physique ou mentale dans des événements comme celui-là, le plaisir reste quand même là. Après, on se C'était dit, totalement magique. c'est Je ça. rêvais depuis des années d'y aller et pour moi, c'était irréel d'être là. Donc, t'as envie, évidemment, c'est comme dans un parc d'attractions, t'as envie d'y rester, quoi. C'est ça. C'est logique. D'ailleurs, cette année, normalement, l'année chaque fois après que tu l'as fait la première fois, tu deviens un vétéran, tu as l'occasion de pouvoir reparticiper. Moi, j'avais dit que je ne voulais pas reparticiper, donc j'ai renvoyé un courrier à l'AS en disant, voilà, moi, je laisse ma place à quelqu'un d'autre parce que c'est tellement le rêve de chaque personne. Maintenant, il m'a fallu du temps pour réfléchir à ça. Mais c'est le rêve de chaque personne qui sont sur la liste de poids, qui attendent leur tour. Et voilà, je préférais laisser ma place à quelqu'un qui va vivre cette chose-là. Séverine a vécu cette chose-là de la plus belle des manières. D'ailleurs, elle est encore grande championne pour le moment. On l'a encore vu au dernier homme debout la semaine passée où elle gagne, quoi. On voit qu'elle a toujours cette motivation et je suis super content pour elle, quoi. Et refaire un jour la Barclay, ça fait partie de tes objectifs? Non. Non, je l'ai fait. J'ai fait dans des conditions où j'ai fait absolument tout ce que je voulais faire. C'est ça. Donc, c'était participer pour la première fois, forcément, du vivant de l'As, ce que j'ai fait. C'était au moins arracher une page. J'ai au moins arraché une page. Et voilà. Pour moi, c'était fait. J'ai vécu le rêve que j'avais envie de vivre. Et voilà. Maintenant, je passe à autre chose. Je fais d'autres choses. Et donc ça, on l'a compris, c'était un rêve. Dans les autres défis que tu as pu faire avant, évidemment, cette Barclay, il y avait là aussi toujours autant de plaisir, si même il n'y avait pas ce rêve derrière qui était la Barclay, dans les défis des 24 marathons ou les défis des parcours d'extra-trail, etc. Est-ce que là, il y a eu aussi peut-être un moment où tu t'es dit, ouais non aussi, quelle idée, quoi. Bah oui, au mois d'août, par exemple, donc après la Barclay, je suis allé faire le GR20. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis des années. Et je suis parti un petit peu, pas de nouveau la fleur au fusil, mais presque. Et je l'ai fait en 5 jours. Donc en courant chaque étape, etc. Et oui, c'était un rêve. Maintenant, je me suis dit, quand j'ai eu terminé, je me suis dit, c'est dommage, j'aurais peut-être dû prendre plus le temps pour le faire. Ah oui. Donc l'année prochaine, j'y retourne avec ma compagne, on va le faire en plus de temps. Et pour quelle Profiter raison? Oui, c'est pour ça. Pour quelle profiter raison? du cadre. C'est ça. C'est tellement une beauté, cette île est tellement magnifique. C'est tellement un parcours splendide et on rencontre plein de belles personnes. Et moi, je faisais que courir, en fait. Courir, 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 courir. Entre chaque étape, enfin, c'est trop vite. C'est dommage parce que c'est trop vite. Finalement, ce que tu aimes à t'écouter, c'est un peu la pression que j'ai. C'est pas tant la course, c'est découvrir aussi ce qui... Alors certes, on l'a compris, c'est un peu aller au bout de ses limites, un peu se faire mal. Il y a ce plaisir de courir, mais il y a aussi ce plaisir de découvrir aussi les alentours. Exactement, oui, ça, c'est sûr. Comme il y a 4 ans, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc. C'est un truc que j'avais envie de faire. Je voyais tout le monde faire ça au cordée avec des gens qui payaient, etc. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire et je l'ai fait en solitaire. Donc, par la voie des 3 monts, j'ai fait l'ascension sur la journée et puis redescendre de l'autre côté. De nouveau, c'était magique parce que c'est des choses que j'ai lues partout. Tout le monde peut faire l'ascension du Mont Blanc. J'ai voulu le faire d'une manière un peu différente. Et c'était magique aussi. C'est vraiment, il faut arriver à créer une aventure à côté, quoi. Oui, c'est ça. Et tu retiens quoi justement de toute cette découverte-là? C'est que c'est pas fou de les faire. C'est justement
Moi, je voyage énormément, j'adore voyager, mais j'ai besoin vraiment de découvrir quelque chose sur place, la culture locale, les paysages. Et le monde est splendide, c'est vraiment passionnant de pouvoir aller courir d'une manière différente, de s'amuser. C'est pas de la folie et on n'est pas obligé de payer tout le temps pour faire des choses, hein. On peut les faire soi-même, hein. Là, finalement, ça allie un peu deux passions, quoi, le voyage et la course. Bah, c'est vraiment l'aventure, quoi. Pour moi, ça ne fait que le sport, l'aventure, c'est se pousser un petit peu dans une aventure. Est-ce que, justement, tu es déjà parti sur une course en sachant que tu allais morfler les semaines d'après? En se disant, ben voilà, parce que on sait, pendant la course, il y a ce mental. Après la course, le corps nous rappelle quand même tout ce qu'il a pu vivre. Est-ce que ça, justement, cette récupération d'après-course, elle a aussi un rôle à jouer, clairement, pour la suite. Mais est-ce que tu t'es déjà dit, ouais, celle-là, elle va faire mal quelques jours ou quelques semaines après? J'en ai eu quelques fois, oui. C'était en 2019, je pense. J'ai fait un 6 ultra plus de 100 km en très peu de temps. Et j'avais mis en plein milieu dedans la montagnarde, qui était quand même un ultra 100 km. Mais ben, ça porte son nom, montagne hard. Ça, je pensais que j'allais vraiment avoir très, très, très difficile. Et en effet, quand j'ai eu fini cette course-là, il m'a fallu quand même 2-3 semaines pour me remettre dedans. Mais on le sait, on y va, on paye en plus des fois pour ça. Donc, ça passe, ça passe. Après, il faut attendre. Mais je fais pas un truc en me disant, ouais, c'est pas grave, après, il va falloir un an pour refaire quelque chose. Non, si je le fais, je le fais à fond. Et puis on verra bien après, quoi. Mais Il en général, ça va vite pour reprendre. Donc, il y a des règles quand même de récupération, entre guillemets, on l'a compris. Il n'y a pas de règles avant de préparation. Est-ce qu'il y a des règles après? il n'y a pas de règle après, non. Non plus. Non, je pensais qu'il y allait en avoir, mais finalement, moi, une fois que je sens que les jambes reprennent, bah, souvent le lendemain de très long, je vais faire un petit footing, et puis si ça fonctionne, bah, j'y vais. Si ça fonctionne pas, j'y vais pas. Mais non, je prends pas des semaines de récupération comme beaucoup peuvent faire. J'ai eu d'ailleurs la remarque de Pierre Leclerc qui me disait, ouais, mais Raphaël, tout le monde ne récupère pas comme toi. Moi, voilà, c'est peut-être qu'un jour je récupérerai moins facilement, je sais pas. C'est s'écouter, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu termines un défi comme celui-là? Parce qu'on sent vraiment, bah, comme tous les défis que tu as pu faire d'ailleurs, mais on sent vraiment qu'il y a une passion derrière tout ça. Est-ce qu'il y a un vide après, une fois que tout ça est Il terminé? y a un gros vide après. J'ai besoin de m'isoler entre guillemets pendant quelques jours et puis je me dis, ben voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un peu cette crainte justement de se dire, qu'est-ce que je vais encore foutre maintenant, quoi. Enfin, et tu le disais tout à l'heure, ben, la Barclay, c'était pas une finalité. Donc, je me dis, ben, si un jour je fais la Barclay au début, ben, je ferai peut-être plus rien après. Ben, si finalement les rêves ils reviennent directement, j'ai des nouvelles idées, des nouvelles conneries. Il faut pas beaucoup finalement avant de vouloir déjà repartir. Non, il faut vraiment pas beaucoup. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Après, c'est comme tout le monde. J'ai quand même, comme je le disais tout à l'heure, une vie de famille. J'ai un boulot aussi, donc il faut arriver à allier les deux. Il faut arriver à trouver du temps. Bon, ben, j'ai la chance d'avoir un boulot qui me permet de pouvoir prendre des jours de congé, etc. pour faire ça. Mais évidemment, quand je pars en congé, c'est souvent pour du sport, quoi. Mais c'est ça, tu parlais de la famille dans tout ça. Est-ce que c'est difficile pour eux de te suivre justement dans ces défis un peu fous? Au début, ils avaient un peu du mal. Ils comprennent pas très bien. Et puis maintenant, ben, c'est passé. Tout le monde sait bien. C'est le loup, quoi. Qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose que tu te reproches dans cette pratique? Quelque chose, tu dirais, oui, ça, je devrais peut-être pas faire ça comme ça, ou pas faire ça tout court, ou... Ouais. En fait, le problème, c'est que c'est pas une drogue, mais c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Ça devient une addiction. Et si je ne fais pas, c'est pas forcément un défi, mais si je ne sors pas quelque part pour voyager, pour aller découvrir, faire une aventure, je vais avoir ce manque. Je risque franchement de sombrer, pas dans une dépression, mais
J'ai besoin vraiment de bouger. Je ne supporte pas être enfermé quelque part. D'ailleurs, ici, en 50 minutes, ça va aller. Non, C'est presque fini. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas d'être enfermé quelque part. J'ai besoin vraiment, vraiment de bouger. Et c'est ça qui me fait peut-être un peu peur. Plus tard, si je n'ai plus les capacités de pouvoir faire tout ça, c'est qu'est-ce que je vais faire? Mais bouger sans courir, ça reste possible ou non? Il y a quand même cette passion pour la course à pied qui est là. Et... Bah, oui, il y a forcément courir, mais ici, je me plie quand même de plus en plus à la rando un peu plus rapide, avec ma compagne qui adore d'ailleurs marcher. C'est magique de partager avec elle, parce que tout le monde pense que je cours tout le temps, mais non, je ne cours pas spécialement tout Parfois, le il temps. marche. Parfois, je marche, oui. C'est même très chouette. Mais et ça, justement, tu y penses justement à cet après, à te dire, voilà, forcément, on vieillit comme tout le monde. À un moment, peut-être que le corps dira, stop, j'ai plus envie de tout ça. Est-ce que tu te prépares ou justement, tu n'as pas envie d'y penser à ce moment? Bah, j'y vais crescendo, quoi. Je sais que ça va arriver à un moment donné ou l'autre. Donc, j'essaye quand même de faire des choses plus calmes qu'avant. Enfin, plus calmes. Moins longues, moins me mettre vraiment dans la difficulté, quoi. Et puis, on a un peu parlé des reproches justement dans cette pratique, mais de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui dans ce que tu as pu réaliser? Le plus fier, oh, tellement fait des choses. Maintenant, c'est en tout cas la chose dont je suis vraiment très, très, très fier, c'est d'avoir réussi à créer ce genre de course un peu débile où tout le monde a cru que c'était un peu débile et d'arriver à les faire, à les finaliser. C'est quelque part quelque chose qui se passe dans ta tête. Tu projettes ça, tu mets en place, tu fais tous tes trucs, tout le monde se dit mais il va jamais y arriver. Et en fait, quand ça fonctionne, tu jubiles. En fait, c'est juste très chouette. Je pense notamment à la 3 Extra Trail, qui était tous les parcours Extra Trail à l'affilée. Jamais personne s'est dit ça va fonctionner. Il y a des gens, ils font un parcours ou l'autre. Se dire que les faire tous d'affilée en 6 jours, à un moment donné, c'est hallucinant. Mais ça, j'en suis très fier de celui-là. J'ai d'ailleurs eu le mérite sportif en 2020 pour ça. Moi, je pense que c'est le projet que j'avais en tête qui m'a le plus fait plaisir, c'était ça, quoi. C'était tellement inconcevable. C'est ça. Et est-ce qu'il y a justement des prochains défis un peu comme ça? Là, prochainement, ça va être quoi là, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Difficile à croire que tu vas rester dans ton fauteuil, ça on l'a bien compris. Donc il va se passer quoi exactement? Ici, je pars dans 3 semaines au Québec. Donc à Lévis, je suis invité pour aller faire la Big Wolf Backyard. Donc c'est un tour de 6 km qu'on rentre chaque fois dans l'heure. Et tant que tu rentres, tu continues. Il ne peut rester plus qu'à. Le record du monde, c'est 119 heures si je m'abuse. Mais bon, je ne vais pas aller chercher 119 heures parce que tu es quand même au Québec. Tu fais pas tout ce que tu veux. Et de toute façon, j'en ai pas les capacités. Par contre, j'ai de nouveau créé une histoire à côté. Donc ma compagne vient avec. On va retrouver des amis canadiens là-bas. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Si je peux faire 48-50 heures, voilà, ce sera bien. Mais c'est avant tout le voyage là-bas ça va être juste magique, quoi. Ça va être chouette. Oui, il n'y a pas vraiment d'objectif précis. C'est de prendre du plaisir avant tout, quoi. C'est prendre du plaisir avant tout et de créer une aventure à côté, une belle histoire avec les Canadiens. Et puis voilà. Alors on arrive doucement déjà à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, voilà, avec toute cette expérience, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer non seulement dans le trail, mais là en l'occurrence dans l'ultra, puisqu'on l'a bien compris, ce n'est plus simplement du trail à ton niveau. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Fonce, fais-le. C'est tellement magique, on sait qu'on va passer par tous les éléments, mais se donner les moyens de le faire simplement. Et s'amuser, surtout prendre énormément de plaisir à le faire. C'est ça le meilleur des conseils, c'est prendre du plaisir. Sans plaisir, ça ne fonctionne pas? Je pense que si on ne le fait pas pour le plaisir, on le fait pour un certain... Ça va peut-être fonctionner une fois ou deux, mais ça n'ira pas plus loin. Il faut vraiment le faire par plaisir et par envie, et ça passe beaucoup plus facilement, sans pression. Et alors pour les défis qui vont arriver pour toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
De prendre du plaisir. De prendre du plaisir et de ne pas réfléchir au suivant. Ah oui, il y a cette idée de vouloir arrêter à un moment donné, volontairement, de se dire, ouais, non, là, j'arrête ou bien on laissera faire. De courir, oui, certainement, parce que j'ai 45 ans, le corps ne répond plus tout à fait comme quand j'avais 30 ans. Mais, et surtout, j'ai pas envie de le détruire. Et j'ai toujours cette envie de pouvoir aller en montagne, découvrir des paysages. Et je pense que je vais plutôt m'orienter alors sur de la rando, haute montagne, etc. Ça, c'est, à mon avis, c'est le futur, ça. Donc, on va essayer de ne pas penser au prochain défi après le Canada, c'est ça? C'est ça. Mais il devrait y en avoir. Mais bon, c'est pas grave. La suite, évidemment, au prochain épisode. Merci beaucoup, en tout cas, Raphaël, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Alors, tu te souviens, il y avait un fil rouge en ce début d'émission où l'invité laisse une phrase pour le prochain, sans savoir évidemment qui ce sera. Donc une phrase qui peut résumer ta carrière ou qui peut résumer ton état d'esprit ou bien ton mental ou ce qui te porte évidemment dans cette passion qu'est ton sport. Je te laisse un papier et je te laisse un bic. Je te laisse tout le temps d'écrire la phrase que tu veux. Merci beaucoup encore à toi d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. On ne manquera pas évidemment de suivre de près tous ces défis un peu fous, pour autant qu'il en reste encore quelques-uns. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Zéro Excuse. À très bientôt.